Bienvenue dans le tableau magique de la maladie de Crohn versus RCH. Tout d'abord, on va voir les points communs entre ces deux maladies qui sont toutes les deux donc des MICI, c'est-à-dire des maladies inflammatoires intestinales chroniques. Donc, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, de quelle façon elles vont évoluer? Elles évoluent par poussée et phase de rémission. Elles peuvent survenir à tout âge, mais généralement c'est à un âge jeune. Elles se manifestent par des signes digestifs. Les plus fréquents sont les lésions anopérinéales, ce qu'on désigne par les LAP, ou bien les manifestations anopérinéales qu'on désigne par les MAP, qui sont donc, comme j'ai dit, les plus fréquentes à type d'ulcération, de fissure, de condylome, d'origine virale, de fistule, voire d'abcès. La maladie hémorroïdaire, comme vous avez remarqué, ne fait pas partie des lésions ou des manifestations anopérinéales. Donc les MAP ou LAP sont plus fréquentes dans le RCH dans le Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Donc c'est plus fréquent dans la maladie de Crohn. Ces manifestations digestives, donc elles peuvent être associées ou non à des manifestations extra-digestives et parmi les plus fréquentes, c'est les articulaires, les manifestations articulaires plus. Donc l'examen rhumatologique, il est systématique. Donc vous pouvez trouver des arthralgies, des arthrites, une spondylarthrite ankylosante, de l'ostéoporose, voire de l'ostéonécrose. On pourrait avoir aussi comme des manifestations extra-digestives des stynies ou des manifestations cutanées à type d'érythème noueux ou de pyoderma gangrenosum qui est grave. Et puis, pour les manifestations aussi hématologiques qui peuvent accompagner nos MICI, ce sont les anémies inflammatoires ou martiales, c'est-à-dire anémie par manque de fer, qui va donner donc aussi comme manifestation hématologique des hypercoagulabilités et des hyperplaquétoses, surtout dans la phase aiguë, on va dire, ou bien en poussée. Donc, il y aura un risque thromboembolique. D'ailleurs, en période de poussée, donc, je vous ai dit qu'on met les patients sous l'Ovenox, c'est-à-dire c'est un anticoagulant. Comme manifestation oculaire très connue, c'est l'uvéite et pour manifestation hépatique plus rare, à type d'hépatomégalie, sténose et hépatite chronique. Donc, on va parler un peu d'épidémiologie de ces deux maladies. Donc, il faut savoir qu'elles sont toutes les deux en augmentation variable selon la géographie, c'est-à-dire on aura un gradient nord-sud. C'est-à-dire quand vous prenez la carte du monde, vous allez voir que le nord est plus atteint que le sud. Pour l'âge, comme je vous ai dit, elles peuvent survenir à tout âge, chez l'enfant, chez le sujet âgé, etc. Mais il y a deux pics d'incidence. Il y a un pic d'incidence entre 20 ans et 29 ans et l'autre de 50 à 60 ans. Donc, cette fréquence-là, quand vous avez la clinique dont je vais vous parler et tout, vous allez penser soit à la maladie de Crohn ou bien à la rectocolite hémorragique. Ok, donc à la rectocolite hémorragique. Donc pour la pathogénie ou les étiologies, donc il faut savoir que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs donc, qui interviennent, notamment les facteurs génétiques, environnementaux, donc les facteurs alimentaires, la nutrition, l'hygiène, le niveau socio-économique, la contraception orale, le déséquilibre de la flore intestinale ou bien la dysymbiose et aussi des facteurs auto-humains. Par quel mécanisme que les facteurs auto-humains interviennent, c'est-à-dire quand vous avez une réaction excessive contre des virus ou des bactéries de l'intestin, dans ce cas-là, elles peuvent s'attaquer aussi à la muqueuse intestinale et donner ces inflammations, ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc pour les circonstances de découverte, le signe constant, c'est la diarrhée chronique, mais aussi qui est accompagnée de douleurs abdominales, de nausées et d'hémorragies digestives. Il faut savoir que les hémorragies digestives dans le Crohn, elles sont généralement graves. Et aussi, il pourrait, plus ou moins, on pourrait avoir ce syndrome pseudo-occlusion intestinale, ou ce qu'on appelle le paining. Donc, ça, c'est pour les signes fonctionnels de découverte. Maintenant, on a aussi des signes généraux, type d'amaigrissement, d'asthénie, de fièvre. Et il faut savoir que toute diarrhée chronique, donc le signe majeur dans nos MICI, c'est la diarrhée chronique. Et il faut savoir que dans toute diarrhée chronique, on doit bénéficier d'un bilan élémentaire, c'est-à-dire d'un bilan biologique, d'analyse de sel, de colonoscopie,
et d'un bilan à visée étiologique, car on ne doit pas traiter une diarrhée sans savoir son étiologie, et un bilan de retentissement. Ok, maintenant, il faut savoir que l'examen de référence, c'est quoi? C'est la colo-iléoscopie, c'est-à-dire c'est l'endoscopie, aussi l'endoscopie, la fibroscopie œsogastro-duodénale, mais c'est la colo-iléoscopie qui est l'examen vraiment de référence. Mais donc, qu'est-ce qui nous donne le diagnostic? C'est l'histologie, c'est les biopsies et l'anapathe qui donnent le diagnostic, qui posent le diagnostic. Donc, comme je vous ai écrit ici, le diagnostic est égal biopsie plus anapathe. Biopsie plus anapathe. Donc, en poussée sévère, on ne fait pas de coloscopie totale ou de colonoscopie totale. Pourquoi? Car il y a risque de perforation. Donc, on va faire une rectosigmoïdoscopie avec le souple. Et généralement, on l'a fait qu'avec le souple maintenant. Le rigide est abandonné. Donc, là, je vous ai dit que la rectocolite hémorragique, faut toujours inclure le rectum, car c'est une atteinte obligatoire, c'est une atteinte constante dans la rectocolite hémorragique. Je tiens juste à vous préciser que ce tableau magique Crohn-Vici RSH, vous allez le trouver en barre d'infos. Pour terminer avec les points communs des deux maladies inflammatoires chroniques et intestinales les plus fréquentes, on va donc conclure en disant qu'on évolue, l'évolution de l'activité et de la sévérité des MICI se fait par des scores qu'on verra. Et la maladie de Crohn, elle se complique rarement de cancer, donc c'est plutôt l'apanage de la rectocolite hémorragique. C'est très très important. Donc la maladie de Crohn ne se complique pas de cancer ou rarement, par contre, c'est l'apanage de la rectocolite hémorragique. Appelée précédemment rectocolite ulcéro-hémorragique ou ce qu'on appelle donc RCUH. Auparavant, maintenant on l'appelle rectocolite hémorragique. On arrive à notre fameux tableau. Je commence par le Crohn, puis on verra le RCH et ses comparatifs. Donc pour le Crohn, ce qu'il faut savoir, pour le Crohn, il peut intéresser n'importe quel segment de la bouche jusqu'à l'anus. C'est très très important. Et souvent, c'est la jonction iléosécale. Donc souvent, plus c'est la jonction, c'est la partie iléosécale qui est concernée. Anatomiquement, les lésions touchent la totalité de la paroi digestive. La totalité de la paroi digestive. Donc, pour un peu retenir ça, on dit en anglais from lips to ass. Voilà, je l'ai dit. Donc, anatomiquement, les lésions touchent la totalité de la paroi digestive. Vous aurez une inflammation transmurale. Ça, c'est très très important. Il y a des trucs que vous devez retenir avant déjà de sortir de cette vidéo. C'est très très important. Il y a des trucs qu'on doit retenir. En médecine, on ne devrait jamais les oublier. Et ça fait partie. Donc les lésions dans le Crohn touchent la totalité de la paroi digestive. C'est une inflammation transmurale, c'est une inflammation transpariétale. Donc ceci va favoriser la formation d'abcès, de fustules, voire de perforations. Ça, c'est anatomiquement. Topographiquement, le Crohn, c'est comment? C'est une distribution, ça aussi, il faut le retenir. Elle est asymétrique et discontinue. C'est-à-dire, on aura des lésions avec des espaces de zones ou de marges saines alternant avec des zones pathologiques. Vous aurez une zone saine, une zone pathologique, une zone saine, une zone pathologique. C'est asymétrique, c'est discontinu. Et on a on a des manifestations anorectales. C'est les manifestations anorectales ou bien, comme on a dit, anopérinéales. C'est les LAP ou les MAP. Donc le traitement médical, il est efficace, mais il finit un jour ou l'autre à être opéré. Le Crohn finit un jour ou l'autre à être opéré et c'est la partie que je veux que vous reteniez, c'est qu'après la chirurgie, le Crohn a tendance à la récidive post-opératoire. C'est-à-dire il n'y a pas de chance de guérison, on ne parle pas de guérison dans la maladie de Crohn, il y a la récidive post-opératoire. Le tabac dans le Crohn est un facteur aggravant la maladie. On va voir dans le RCH que c'est un facteur favorisant, chose qui est exceptionnelle. Et dans le Crohn, on va parler d'une masse de la fosse iliaque droite, puisqu'on a dit que c'est la
partie iléosécale qui est plus touchée par la maladie de Crohn, on aura généralement une masse au niveau de la fosse iliaque droite qui est très fréquente, qui correspond à quoi? Qui est que des anses intestinales enflammées et œdémaciées. Et devant toute masse, il faut éliminer un cancer ou un lymphome. Devant toute masse, il faut éliminer un cancer ou un lymphome avant de parler d'une maladie de Crohn. Et dans la maladie de Crohn, parmi les manifestations extra-digestives, extra-intestinales, on va dire extra-intestinales, parce que la bouche fait partie de l'appareil digestif, donc on a des aftes, des aphthoses buccales. Les aftes, c'est, on va dire, un peu caractéristique du Crohn, plus du Crohn. Histologiquement, c'est comment? Il y a un infiltrat inflammatoire dense. Les glandes sont normales, la paroi est fissurée, elle est œdémaciée. Vous aurez le granulome gigantocellulaire, bien sûr, qui est non caséfié, vu que le caséum, c'est caractéristique de la tuberculose. Là, on aura, c'est vrai, on aura un granulome gigantocellulaire. Donc, c'est parmi les maladies granulomateuses, vous aurez le granulome inflammatoire, c'est le Crohn. C'est le Crohn. Je ne parle jamais de granulome inflammatoire dans la RH, la rectocolite hémorragique. On appelle RH, RCH, RCUH, c'est la même chose. Donc là, le granulome inflammatoire, c'est le Crohn. Maintenant, je vous ai dit qu'on va parler de score. Il y a le score de Best qui est abandonné pour le Crohn. Il y a le score Avery-Bradshaw. Avery-Bradshaw, c'est pour la sévérité. Il a 5 paramètres, 5 items. Vous avez l'état général, la douleur abdominale, le nombre de selles, la masse abdominale. J'ai mis une petite croix de plus car elle est un peu spécifique du Crohn. Et on a des signes extra-digestifs, surtout les aphthoses, comme j'ai dit. Donc vous avez ces 5 paramètres, vous allez rechercher. Comment est l'état général de votre patient? Comment il va quantifier, on va dire, la douleur ou bien il va qualifier sa douleur abdominale? Quel est le nombre de ses selles? Sa masse abdominale, est-ce qu'elle est là? Et les signes extra-digestifs. Et je vais donc voir est-ce que mon patient est en état donc de maladie de Crohn mini, modérée ou sévère. Puis vous avez l'indice de BET ou bien le CDAI, Crohn's Disease Activity Index, qui donc le CDAI ou le BET, lui, il va nous permettre de voir la réponse au traitement. Est-ce que la maladie est en rémission ou bien en poussée sévère? Et puis, pour le but du traitement, c'est quoi en fait? C'est d'induire une rémission. On a dit ici, il n'y a pas de guérison, induire une rémission, prolonger et obtenir une cicatrisation de la muqueuse. Auparavant, on se contentait d'un patient qui est asymptomatique. Mais maintenant, on veut induire une rémission, c'est vrai, mais on veut aussi prolonger la vie aussi du patient, mais on veut aussi obtenir une cicatrisation de la muqueuse. C'est ce qui a changé. On veut de l'extrême, on veut être plus efficace, on veut une cicatrisation carrément de la muqueuse. Donc bien sûr, comme toutes les maladies, on parle d'un traitement symptomatique, c'est-à-dire traiter la douleur, la diarrhée, le syndrome carentiel, anémie et tout, amaigrissement. Mais aussi, on aura un traitement spécifique. Et le traitement spécifique, c'est quoi? C'est des immunosuppresseurs type de méthotrexate. Le méthotrexate, c'est un immunosuppresseur. On le donne pour le traitement de fond. On a les immunomodulateurs aussi, traitement de fond. On a, voire la biothérapie. La biothérapie, c'est quoi? C'est des anti-TNF-alpha. Et ça, il est réservé pour les formes corticodépendantes ou corticorésistantes. Car il faut savoir que dans les indications, je vous ai écrit, si vous avez une poussée légère, vous donnez les salicyliques. Ok, mais si vous avez une poussée modérée, vous avez les corticoïdes. Et après, les corticoïdes, on ne les donne pas plus d'un mois. On va toujours faire une régression lente. Et là, quand on régresse, juste on régresse, vous avez une dépendance, vous avez une résistance. Donc vous avez une dépendance, c'est-à-dire je devrais réintroduire ces corticoïdes pour avoir le même effet. Et vous avez une résistance, c'est-à-dire même si tu donnes le même effet, donc il n'y a pas faux plus de doses. Donc là, c'est une corticodépendance et corticorésistance. Et on a dit s'il y a échec de tous ces traitements dont j'ai parlé, salicylés, corticoïdes, biothérapie, qui sont des traitements d'attaque, on va les donner, j'ai dit, en poussée dans la phase aiguë. Et vous avez pour la biothérapie, elle peut être aussi donnée comme traitement d'entretien, ça c'est entre parenthèses. Et vous avez aussi nos immunosuppresseurs, immunomodulateurs, et on va dire biothérapie entre parenthèses pour la phase d'entretien. Et s'il y a un échec de tout ce traitement médical, on va parler donc de chirurgie dans le Crohn, même s'il y a des récidives post-opératoires. Ça c'est pour le Crohn, on a terminé avec le Crohn. Donc je résume, l'atteinte la plus fréquente, c'est l'iléosécale. C'est une inflammation transpariétale ou transmurale
avec une distribution asymétrique et discontinue. Les manifestations anopérinéales sont les plus fréquentes. D'ailleurs, on a dit sont plus fréquentes dans le Crohn que dans le RCH. Et la récidive post-opératoire est une règle dans le Crohn. Le tabac, il aggrave la maladie. On a la masse de la fosse iliaque droite qui est très fréquente dans le Crohn et les aphthoses buccales aussi comme manifestation. Donc, comme des manifestations qui sont très fréquentes dans le Crohn, c'est les aftes. On a le granulome inflammatoire histologiquement qui est caractéristique, sans caséron bien sûr. Et on a donc pour les scores la Brad Show pour la sévérité, le BET ou le CDAI pour voir la réponse au traitement. Et pour nos traitements, on a bien sûr les immunosuppresseurs, modulateurs, biothérapie, entre parenthèses, pour la phase d'entretien. Et on a les salicylés, les corticoïdes et la biothérapie pour la phase aussi aiguë. Maintenant, on va parler du RCH. RCH, rectocolite hémorragique, la RCH, la rectocolite hémorragique ou bien RH ou bien RCUH, quand vous voulez, rectocolite ulcéro-hémorragique. Donc, c'est quoi? On a dit l'atteinte rectale ou bien du rectum, elle est obligatoire. Ok, vous devez avoir un rectum qui est inflammé. Sinon, je ne parle pas de RCH. Et plus ou moins, donc, peut atteindre le côlon. Donc, après le rectum, ça peut atteindre le côlon. Et donc l'atteinte du côlon est variable. Mais ensuite, la maladie, elle va évoluer, elle va progresser pour atteindre la totalité du côlon. Là, c'est la phase avancée de la maladie où tout le côlon sera atteint, mais pas plus. Dans le RCH, il n'y a pas plus. Ce n'est pas comme le crâne de la bouche à l'anus. Non, là, il n'y a que le côlon rectum. Sans intervalle de muqueuse saine. Ici, il n'y a pas d'intervalle de muqueuse saine, toute la muqueuse est atteinte. La colectomie totale, dans ce cas, elle permet de guérir la maladie, puisque c'est que le côlon qui est atteint. Donc, quand on va faire une colectomie, on va enlever tout le côlon, on peut parler de guérison de la maladie. Mais généralement, quand on parle donc de chirurgie d'enlever tout le côlon, donc généralement on parle, donc on laisse une petite partie du rectum pour donc on va dire les fonctions physiologiques, pour faciliter les fonctions physiologiques, mais elles peuvent récidiver sur cette petite portion, donc on laisse généralement en pratique. Donc toujours il y a une certaine on va dire surveillance. Mais on peut donc parler de guérison dans le crâne par colectomie totale. Donc là, donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de récidive post-opératoire. Donc pourquoi? Car ça peut toucher que le côlon et le rectum. Et donc là, on ne va pas vraiment parler de récidive post-opératoire. On peut avoir donc une atteinte, entre parenthèses, ça vous devez donc vous concentrer, on peut avoir une atteinte de l'appendice ou bien une atteinte iléale, mais ce n'est pas à cause de l'inflammation. Elles ne sont pas dues à l'inflammation de la rectocolite hémorragique. Elles ne sont pas dues à l'RCH en soi, mais c'est une conséquence. C'est pas reflux en fait. Vous pouvez avoir une atteinte de l'appendice ou bien une atteinte iléale. Mais si on vous dit que dans le RCH, vous avez une atteinte iléale ou bien une atteinte de l'appendice, non. Vous n'avez qu'une atteinte rectale obligatoire, plus ou moins atteinte du côlon. Donc RCH est égal, donc comme j'ai dit, rectum toujours, plus ou moins côlon. À l'histologie, donc normalement c'est atteinte rectum plus ou moins côlon. Ce n'est pas rectum plus ou moins côlon. Donc vous devez rajouter atteinte auparavant. À l'histologie, il n'y a pas de granulome inflammatoire. Comme je vous ai dit, c'est très important. Des trucs à retenir, c'est qu'elle atteint toujours le rectum plus ou moins côlon. C'est une muqueuse qui est toute inflammée. Il n'y a pas de muqueuse saine. Colectomie totale peut guérir. Pas de granulome inflammatoire. Et la rectocolite hémorragique, elle ne touche que la muqueuse, c'est-à-dire elle n'est pas transpariétale. Elle ne touche pas muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, elle ne touche pas toutes les couches. Elle touche que la musculeuse. Les autres couches, elles ne sont pas touchées. Le tabac, comme je vous ai dit, c'est exceptionnel dans ce cas, mais il joue un rôle protecteur. Il diminue de moitié le risque de développer une rectocolite hémorragique, mais ce n'est pas pour ça qu'on va fumer quand même. On ne va pas régler un problème par un autre problème. Et puis pour la classification de Montréal, donc cette classification, donc elle est intéressante pour la localisation, donc elle peut nous classer notre RCH en E1. E1 quand c'est que limité au rectum, on va parler de rectite, on va dire que c'est un E1. Un E2 quand c'est une rectocolite hémorragique qui va jusqu'à l'angle colique gauche, on va parler de rectocolite hémorragique gauche. Et un E3 quand ça dépasse l'angle gauche, donc on va parler d'une rectocolite hémorragique étendue dans ce cas. Voilà. Pour l'index de sévérité, c'est l'index de True Love et White. Donc, True Love et White, donc c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour voir est-ce que c'est grave ou pas. C'est pour
évaluer notre sévérité. Et là, je vous ai écrit les critères d'une colite, ou bien on peut ajouter un R rectocolite hémorragique aiguë. La CAG ou la RCAG, donc c'est la colite aiguë grave, donc on l'évalue par un nombre de selles, un nombre de selles qui est supérieur ou égal à 6, fréquence cardiaque 90 battements par minute, température supérieure à 37,8 voire 38 et hémoglobine inférieure à 10,5 et CRP supérieur à 30 mg par litre. Donc pour ces 5 items, 5 paramètres d'une colite hémorragique aiguë, donc on va dire la rectocolite hémorragique aiguë grave. Pour la rectocolite hémorragique aiguë grave, c'est vrai qu'elle est définie par ce score, on va dire, de True Love et White, donc qui va nous donner la sévérité. Donc là, c'est un score un peu clinico-biologique, vu qu'il y a l'hémoglobine et la CRP, c'est clinico-biologique. Et on a la radiologie aussi, qui est l'aspect qui est très importante, on va dire un peu indispensable dans les RCH, qui va nous montrer un côlon transverse supérieur à 7 cm et qui va nous dire que c'est grave. Et il faut savoir que la seule indication, et la seule indication à une corticothérapie par voie veineuse, c'est cette rectocolite hémorragique grave. Donc, colite aiguë grave, je vais faire quoi? Je vais donner une corticothérapie par voie veineuse. Très bien. On a aussi le score de Mayo. Le score de Mayo, il est purement clinique et on le fait en dehors de gravité. Il se base sur 4 items, sur 4 paramètres. C'est la fréquence des selles, la présence de sang dans les selles, l'activité endoscopique et l'évaluation globale par le clinicien. On va dire l'activité endoscopique, donc c'est un peu radiologique. Mais bon, donc vous avez les 4 paramètres qui vont vous dire, donc en dehors de la gravité, on en est où. Donc ils nous renseignent si c'est minime, modéré ou sévère. Pour les circonstances de découverte de la RCH, donc il y a déjà présence de sang dans les selles. Ça c'est un peu caractéristique, on va dire aussi. C'est plus, on le voit plus dans la RCH, c'est les rectorragies, c'est-à-dire c'est ça, c'est la présence de sang dans les selles. C'est les rectorragies qui est présente dans 90% des cas. Vous avez aussi la diarrhée chronique et les selles qui sont impérieuses. C'est-à-dire le patient, il ne peut pas retenir ses selles, il a des faux besoins, des ténesmes, des épreintes, c'est-à-dire la sensation de corps étranger intrarectal, soulagé par l'émission des selles. Donc tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on vient de parler, donc diarrhée chronique, donc selles impérieuses, faux besoins, ténesmes, épreintes, c'est ce qu'on appelle le syndrome rectal. Donc il y a le syndrome rectal dans la rectocolite hémorragique. Dans la rectocolite hémorragique aussi, notez bien que les manifestations extra-intestinales qui sont les plus fréquentes, c'est les manifestations hépatobiliaires. Donc dans le Crohn, on a parlé d'aphthose, là on va parler de cholangite sclérosante primitive. La CSP, la cholangite sclérosante primitive, c'est la plus fréquente dans la rectocolite hémorragique. Il y a d'autres aussi manifestations hépatobiliaires telles que l'hépatite auto-immune et sténose hépatique qui sont plus rares. Et donc voilà, retenez-moi bien cette cholangite sclérosante primitive. Dans la RCH aussi, il y a quoi? Il y a quoi comme manifestation? Il y a de l'érythème, il y a de la congestion. Et aussi à l'endoscopie, on va avoir une diminution donc de la visibilité du réseau vasculaire due à cet érythème et à cette congestion. Donc il faut savoir qu'à la rémission, vous avez des pseudopolypes, vous avez une cicatrisation, donc il y aura une modification de l'anatomie, voire une sténose. Voilà, c'est une sténose, donc il y aura une perte de souplesse, une dysplasie, voire métaplasie, donc qui augmente après chaque poussée. C'est pourquoi on a parlé du risque de transformation en cancer. Il y a un risque de se transformer en cancer. Donc le cancer colorectal complique la rectocolite hémorragique par le biais de dysplasie focale ou multifocale. Donc ce sont les phénomènes de poussée-rémission, poussée-rémission, poussée-rémission. Et à chaque poussée, vous avez une modification de l'anatomie, vous avez une sténose et tout, vous avez une perte de souplesse, une dysplasie, une métaplasie. Et donc après chaque poussée, donc vous avez à la rémission cette cicatrisation, mais après chaque poussée, il y a le risque de cancer qui augmente à chaque poussée, après chaque poussée. Voilà, donc ce sont les phénomènes de poussée-rémission qui favorisent cette transformation en cancer. Donc pour le traitement, quel est le but du traitement dans la RCH? C'est la cicatrisation de la muqueuse. Comme je vous ai dit, on ne se contente plus d'un tableau clinique asymptomatique. C'est pourquoi on cherche cette cicatrisation, c'est pour éviter la cancérisation, c'est pour donc limiter ces dysplasies pour qu'elle ne se transforme pas en métaplasie, pour qu'il n'y ait même pas de dysplasie. Donc on va essayer au maximum d'avoir une muqueuse cicatrisée.
Donc pour le traitement symptomatique, là on va parler un peu du régime alimentaire qui est très important dans la RCH. Donc on va opter pour un régime alimentaire sans résidus, sans fibres, sans pain, sans fruits, sans légumes, sans viande rouge. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il va manger? Eh ben non, il y a ce que vous devez le conseiller. Il y a donc, vous allez lui conseiller des viandes blanches, des pâtes, des boissons, des tisanes, un type de tisane, de thé, des œufs, des boissons, de type de tisane, du thé, des poissons et des œufs. Et donc, s'il continue le patient à manger comme monsieur tout le monde, comme je l'ai écrit, donc du pain, des fruits, des légumes, etc., ça se complique de sténose et à risque d'occlusion intestinale. Donc, c'est très important de bien lui expliquer le risque s'il continue à manger comme tout le monde. Et il lui faut donc, comme je vous ai dit, un régime hypercalorique et hyperprotéique pour améliorer l'état général. Donc, il doit manger beaucoup de poissons, beaucoup de viande blanche, beaucoup d'œufs, beaucoup de pâtes et aussi boire beaucoup d'eau, de tisane et de thé. Pour le traitement spécifique, donc là je vous ai rajouté ici, vous voyez, donc pour le traitement spécifique, donc là c'est un peu comparatif avec le Crohn. Voilà, vous avez le traitement spécifique et c'est pratiquement un peu la même chose. Donc vous avez là les traitements ou bien les médicaments de phase d'attaque, vous avez les salicylés pour les formes pas graves, c'est comme dans le cas du Crohn. Donc, si vous n'avez pas de réponse aux salicylés, vous donnez des corticoïdes. Si toujours il n'y a pas de réponse, vous passez à la biothérapie, les anti-TNF-alpha. Mais il faut savoir que dans la rectocolite hémorragique, on peut utiliser salicylés, corticoïdes, biothérapie, on peut les utiliser, on peut les donner même dans la phase d'entretien. Pour les médicaments de la phase d'entretien en soi, vous avez les immunosuppresseurs, le méthotrexate, je vous l'ai donné comme exemple donc dans les rectocolites hémorragiques graves. La biothérapie, c'est comme dans le Crohn aussi, c'est pour les formes corticodépendantes et corticorésistantes plus. Pour le traitement chirurgical, il faut savoir qu'il est réservé après échec du traitement médical, car toujours la chirurgie a d'autres complications. Donc, elle est réservée après échec du traitement médical ou bien donc si vous avez une à titre de complication, à type de sténose, de perforation, voire d'hémorragie incontournable et bien sûr en cas de cancer du côlon, la chirurgie est la règle. Et avant d'arriver au stade de cancer et pour éviter le stade de cancer du côlon, le RCH, on va parler d'un grand volet donc qui est la surveillance. Pour éviter le cancer du côlon, faut une surveillance. Donc après 10 ans d'évolution du RCH, vous allez faire quoi? Vous allez faire une surveillance endoscopique en faisant des biopsies, en allant à l'anapathe pour qu'il lie ces biopsies. Donc c'est l'endoscopie, biopsie, histologie et l'anapathe qui va la lire. Donc endoscopie plus histologie une fois par an après 10 ans d'évolution dans la RCH. Voilà, c'est dit, je vous remercie comme j'ai dit. Donc vous aurez ce résumé dans la barre d'infos et merci.